Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. La première actualité qu'on peut directement citer, c'est le fait que c'est la nouvelle année, donc bonne année à tous. J'espère que cette année 2021 sera bien meilleure que 2020. Ça ne devrait pas être très compliqué pour la plupart des gens, mais quand même, j'espère qu'elle sera en tout cas beaucoup mieux que l'année 2020 et que nous pourrons reprendre un petit peu un semblant de normalité dans ce monde. Bref, dans tous les cas, je vous propose de découvrir les quelques news, évidemment, de cette semaine-ci, parce que forcément, vu qu'il y a eu les fêtes et tout ça, c'est plutôt light. Mais il y a quand même des assez grosses news, notamment des rumeurs comme quoi il y aurait des préparations d'iPhone pliables. En tout cas, il y a des prototypes qui sont testés par Apple, ce qui est logique en réalité, mais évidemment, ça va prendre encore pas mal de temps. Et l'arrivée de différents composants, ça, on va en parler. Ainsi que la toute première news, c'est le fait que Adobe Flash est mort officiellement. Donc, je vous rappelle, on avait traité du news il y a quelques mois qu'Adobe Flash était basiquement mort, mais le support officiel est maintenant fini. C'est-à-dire qu'à partir du 31 décembre 2020, donc basiquement à partir du 1er janvier 2021, il n'y aura plus de support technique, aucune mise à jour de fait pour Adobe Flash. S'il y a une faille de sécurité qui est trouvée, vous vous débrouillez. Et ça fait très longtemps qu'il y a plus beaucoup, enfin, qu'il y a de moins en moins de choses qu'utilisent en tout cas Adobe Flash, et même maintenant assez rare de voir des choses qui utilisent encore Adobe Flash. Il y a encore quelques vieux sites gouvernementaux en Belgique qui utilisaient en partie de Flash en mode les temps de s'update les gars. Mais globalement, vous ne devrez pas avoir de problème sur le web sans avoir Adobe Flash en tout cas sur votre appareil. Ça ne sert plus à grand chose, on peut le dire clairement. Et là, c'est juste le dernier clou dans le cercueil d'Adobe Flash. Maintenant, c'est vraiment fini. Ça a été pas la meilleure chose au monde, Adobe Flash, hein, mais il aura permis quand même pas mal de choses. Notamment, moi, je me souviens de tous les jeux navigateurs qui existaient avec Adobe Flash, qui du coup, maintenant, vous devez faire tourner Adobe Flash de manière non supportée si vous voulez encore y jouer. Mais il y avait tellement de jeux, ça a permis, je pense, à pas mal d'applications web d'exister. Et évidemment, ça a permis beaucoup de failles de sécurité et de personnes infectées par des virus. Mais bon, ça, c'est une autre partie d'Adobe Flash. Dans tous les cas, merci pour tout ce que tu as fait, Adobe Flash. Et en fait, je suis plutôt content que tu disparaisses parce que tu étais un petit peu merdique quand même. Une autre news sur quelque chose qui est là radicalement différent. En réalité, c'est quelque chose qui n'est pas mort, c'est quelque chose qui n'existe pas encore réellement. C'est la fusion nucléaire. Je pense que vous avez déjà vu pas mal de trucs sur la fusion nucléaire. Ça arrive bientôt, dans une trentaine d'années. On dit ça depuis 60 ans, basiquement, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, la fusion nucléaire, c'est évidemment le saint graal de l'énergie. Créer beaucoup d'énergie avec pas grand-chose en polluant presque pas. Ce serait génial. On évolue en réalité tranquillement dans ce milieu-là. Il y a du progrès qui est fait. Il faut pas partir du principe qu'on est toujours au même stade. Il y a du progrès qui est fait, mais c'est clair que c'est une technologie qui est encore pas vraiment atteignable par nous. Un nouveau pas vers la direction de cette technologie a été fait en Chine, où ils ont lancé un réacteur. Donc, il y a beaucoup de réacteurs de test partout dans le monde. Vous en avez un qui est construit en France, qui est ITER, qui est construit par une coalition de pas mal de pays en réalité. Et c'est le but de faire un énorme tokamak. Les tokamaks, c'est des réacteurs, en tout cas des prototypes de réacteurs à fusion nucléaire en forme de donut, littéralement. Donc c'est le tokamak. C'est du nom du scientifique qui avait créé le concept, qui était un scientifique russe, si je me souviens bien. Bref, dans tous les cas, il y a ça qui est en cours, donc il y en a pas mal dans le monde. Il y a certains qui visent différentes choses. Il y a deux choses que vous voulez principalement viser avec une fusion nucléaire. C'est soit une réaction qui dure le plus longtemps possible, où vous conservez le plasma, donc vous chauffez des gaz tellement à une telle température que ça devient du plasma. Ça recrée les conditions même que vous avez dans le soleil, littéralement. C'est même pour ça qu'ils disent que c'est un soleil artificiel dans cet article. Et du coup, vous avez deux choses que vous pouvez viser. Soit vous le maintenez le plus longtemps possible, pour prouver que c'est capable de le faire, ou alors vous essayez d'atteindre la température la plus haute possible. Pour avoir un réacteur à fusion nucléaire, il nous faudra les deux. Il nous faudra quelque chose qui tient très longtemps et qui chauffe très fort. Parce que si on a les deux, ça permet de faire de la fusion efficacement. Ici, on est sur un but qui a visé, un prototype qui visait à atteindre la température la plus haute. Donc, c'est le HL2M. Et du coup, il a atteint une température, pour information, de 150 millions de degrés Celsius. Pratiquement aussi chaud qu'une pizza qui sort du four, c'est pour dire quand même. Ou d'un café Starbucks.
Non, pas vraiment. Enfin, non, c'est beaucoup plus chaud que ça, évidemment. C'est plus chaud que la surface du Soleil. On ne sait pas trop exactement. On peut deviner la température au milieu du Soleil et ça devrait être à peu près dans le même genre. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment un Soleil artificiel. Évidemment, ce n'est pas un Soleil artificiel comme vous pouvez le voir dans Spider-Man. Et heureusement, sinon il y aurait Docteur Octopus qui viendrait. Mais yep, c'est une avancée dans la bonne direction. Il y en a d'autres qui ont été faits. Il y a d'autres avancées qui ont été faites à maintenir le plasma plus longtemps. Et il y a ITER qui est toujours en construction, évidemment, qui devrait prouver peut-être que c'est faisable. On verra bien. Il coûte encore très cher et il n'est pas du tout encore fini. Il continue pas mal sur la progression de la construction d'ITER, mais yep, il reste du chemin. Dans tous les cas, yep, si vous êtes intéressé par la fusion nucléaire, il y en a encore pour un petit moment, une trentaine d'années, mais ça arrive bientôt. En parlant de quelque chose qui arrive bientôt, un prototype d'iPhone pliable. Bon, en réalité, ça va pas arriver, genre cette année-ci ou même l'année prochaine, mais Apple évidemment travaille sur des téléphones pliables, ça semble logique. Je pense que beaucoup d'entreprises, plutôt de marques high-tech, vont essayer de faire des téléphones pliables. Ici, c'est pas vraiment une news sur un prototype, vous pouvez voir autre chose. C'est juste qu'ils disent, yep, ils sont en train de le tester en arrière-plan. Et selon moi, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'en général, Apple se lance jamais sur une technologie qui n'est pas suffisamment mature parce qu'ils ne veulent pas. Le principe d'Apple, c'est que ça marche. Ok, ça marche. Donc, ici, un iPhone pliable qui utiliserait la technologie actuelle, donc même le Galaxy XL Fold 2 qui est un très beau téléphone pliable, mais qui a toujours des défauts de première génération, on va dire, genre l'écran en plastique. En tout cas, en grande partie en plastique. Pour Apple, ça passerait pas. Ça ne marche pas juste. Il y aurait trop de problèmes de gens qui grifferaient leur écran et tout ça. Donc, ouais, il y a encore du chemin à faire. Il faudra voir aussi quel format ils vont prendre parce qu'il y a la grande guerre des formats. Vous avez Samsung qui fait un téléphone qui se plie vers l'intérieur, donc l'écran est protégé. Et vous avez d'autres marques qui font un téléphone qui se plie sur l'extérieur et du coup l'écran est toujours accessible. Il faudra voir ce qui sera le mieux. Selon moi, je pense qu'à long terme, ce sera mieux l'écran qui se plie vers l'extérieur. Pour la simple et bonne raison que quand vous vous pliez vers l'extérieur, l'écran est moins courbé. Parce que vous avez... Est-ce que j'ai un exemple quelque part? Non, j'ai pas d'exemple. Donc quand vous le pliez vers l'extérieur, imaginez c'est la palme de ma main, voilà, c'est l'écran. Quand vous le pliez vers l'extérieur, la courbe que doit faire l'écran est moins importante, en fait, elle est plus douce. Alors que quand vous le pliez vers l'intérieur, il est beaucoup plus plié. Et du coup, je me dis, si on doit faire du verre pliable, il en existe de plus en plus. Samsung a même ils en ont mis même dans le Galaxy Z Fold 2, c'est juste qu'il y a une couche de plastique par-dessus. Ils avaient déjà montré leur verre pliable où ils pouvaient quand même pas mal se plier. Et je me dis, ce sera certainement plus facile de faire un verre qui se plie avec une bonne petite courbe plutôt qu'un verre qui se plie carrément pour fermer vraiment le téléphone, quoi. Après, il faudra voir, évidemment. Peut-être que on n'arrivera pas vraiment à faire du verre pliable. C'est possible, hein. Le truc, c'est que ça, c'est une règle que vous avez dans la physique, la nature et tout ça. C'est que plus un matériau est dur, en général, moins il est résistant. Et plus il est résistant, moins il est dur. La dureté d'un matériau, c'est si vous prenez d'autres matériaux et que vous essayez de le griffer, s'il est très dur, vous n'arriverez pas à le griffer. Le matériau le plus dur qui existe, c'est le diamant. Mais le diamant n'est pas très résistant. Vous prenez un marteau, vous tapez dessus, le diamant il est cassé. Par contre, vous avez le plastique. Le plastique, vous pouvez taper dessus avec un marteau, il va résister, il est pas mal résistant. C'est pas le plus résistant, mais il est pas mal résistant. Mais par contre, il n'est pas très dur. Vous pouvez le griffer avec genre du plastique, quoi. Donc ouais, il y a toujours un équilibre comme ça. Il y a des matériaux très versatiles, très bons, qui peuvent être pas mal résistants et quand même durs. Mais il n'y a pas de secret. Si vous voulez quelque chose de résistant, vous devrez sacrifier en dureté bien souvent. Donc là, il faudra voir. Est-ce qu'on pourra avoir un verre hybride qui est juste légèrement plus résistant ou plutôt plus dur que du métal et du coup il est capable de ne pas être griffé par le métal mais un peu moins résistant que le verre qu'on a, ou peut-être un peu plus résistant techniquement que le verre actuellement, oui, plus résistant que le verre qu'on a actuellement et qui du coup lui permettrait d'être plié. Ça pourrait être pas mal, mais c'est sûr et certain qu'il y a pas mal de scientifiques à mon avis qui recherchent un verre pliable ou la façon de faire un verre pliable à l'heure actuelle parce que dès que vous avez ça, les téléphones pliables,
il y a tout ce qu'il faut. Les écrans pliables, on a déjà. Faire un bon châssis pliable, c'est montré avec le Galaxy Z Fold 2 que c'est possible de faire des bonnes petites charnières, très petites en taille, qui fonctionnent très bien. Ça rajoute des pièces physiques évidemment, mais honnêtement, si c'est bien designé, ça ne devrait pas poser de problème à la plupart des gens. Donc ouais, on verra bien. Une chose est sûre, dès que vous verrez un téléphone pliable de la part d'Apple, c'est que la technologie est prouvée. Et je pense même que ce sera un tournant quand ils sortiront le premier téléphone pliable, parce que ça voudra vraiment dire genre, ok, à partir de maintenant, ça devient sérieux les téléphones pliables. Ou alors ils seront tellement en retard que ce sera déjà devenu sérieux. C'est possible, c'est Apple. Justement, en parlant d'écran pliable, là on a une toute autre technologie. C'est LG qui va faire une TV écran pliable de 48 pouces. Donc c'est assez similaire au CX48, qui est un écran pour information. Enfin, c'est une TV de 48 pouces qui est pas mal utilisé par des personnes comme écran, genre un écran de PC, pour la simple et bonne raison qu'il est pas trop gros. Voilà, il est pas trop gros. C'est une TV, donc c'est assez gros comme écran, mais c'est pas trop gros pour servir d'écran pour un PC, et ça a des bien meilleurs specs que n'importe quel écran haut de gamme de PC. C'est ça le pire là-dedans, c'est que les écrans de PC, vous regardez, et les écrans haut de gamme, c'est 2000, 3000, 4000 euros. Genre les BF... comment ça s'appelait? Les écrans gaming grande taille qu'avait fait Nvidia avec d'autres marques, ils coûtaient 4000 euros. Les LG CX48, c'est genre 1500 euros. Ça reste cher. Ça reste cher. Mais vous avez du 4K 120 fps, HDMI 2.1 et c'est du OLED. Donc vous avez un contraste et tout ça parfait. Donc c'est... Yep. Franchement, je vois vraiment pas l'intérêt des écrans gaming haut de gamme. Genre, quand vous avez une TV qui fait mieux, c'est une honte, franchement. Dans tous les cas, un des trucs que certaines personnes aiment bien avoir justement avec un grand écran, c'est que le problème avec un grand écran, c'est que les bords sont tellement loin de vous que c'est pas très immersif. Donc vous voulez avoir un écran plié devant vous, donc qui a une courbe. Et il y a beaucoup d'écrans gamers avec des courbes, et c'est plutôt agréable. Ça permet vraiment que l'écran soit plus dans votre champ de vision sur tous les côtés. Ça vous genre, ça se met bien dans votre vision périphérique, mais c'est pas trop près aussi au milieu, donc c'est juste parfait, franchement. Bien ici, ils ont fait une technologie qui permet de combiner l'avantage des écrans pliables à l'avantage des écrans plats, parce qu'un écran plat, l'avantage aussi, c'est que si vous le mettez dans une pièce, ben, tout le monde peut le voir correctement depuis les côtés et tout ça. Vous n'êtes pas obligé d'être tout pile en face pour que ce soit parfait, quoi. Et bien là, ils ont une TV OLED pliable qui se plie avec une courbe assez serrée, 1000 R pour information. Donc c'est la même courbe qu'on a vue sur le Odyssey G9 de Samsung. Donc c'est une courbe très violente. Enfin violente, c'est une courbe très importante. Et pour information, cet écran peut aussi, avec un mécanisme, se remettre droit. Parce que c'est un écran pliable. Donc ouais, c'est basiquement un peu le même genre de technologie qu'un smartphone pliable, mais sous forme de TV. Bon, l'avantage ici, c'est que comme c'est une TV, vous n'avez pas de tactile, donc vous n'allez pas la toucher, donc vous risquez pas de la griffer sans faire exprès. Donc là, c'est déjà beaucoup plus intéressant à utiliser. Mais yep, on verra ce que ça donnera. C'est clair que ça va coûter la peau des fesses par contre, hein, donc yep, ça m'étonnerait pas que ce soit genre 3000 euros facile. Donc honnêtement, il vaut mieux prendre, si vous voulez un écran pareil, prenez une LG CX48, quoi, ce sera beaucoup mieux. Ou prenez juste un bon écran 27 pouces 1440p, parce qu'honnêtement, c'est la meilleure chose pour jouer sur PC à l'heure actuelle. C'est ce que j'ai personnellement, 1440p, 27 pouces, juste parfait. Peut-être en 32 pouces, ça me plairait bien. Il y en a des nouveaux 32 pouces qui sont sortis, parce que jusqu'à maintenant, les 32 pouces avaient des mauvaises dalles. Il n'y avait pas une bonne dalle qui existait. Et là, il y en a une récemment qui est sortie. Il y a déjà Asus qui l'utilise, donc c'est une dalle qui est faite par LG justement, donc Asus l'utilise pour un écran. Pas trop mal, donc on verra bien. Il y a aussi des écrans 4K qui doivent arriver avec des meilleures dalles. On verra bien. Je vais peut-être changer d'ici là, mais yep, en attendant, 27 pouces 1440p, c'est pas mal. Ensuite, justement, pour faire tourner vos écrans haute résolution, des nouvelles cartes graphiques. Donc évidemment, nous avons des rumeurs de 3060 qui doivent arriver. Vous avez aussi des gens qui commencent à faire des rumeurs sur les 3050, 3050 Ti. On verra. Ce serait des RTX du coup. Ce serait logique qu'elles soient RTX, parce que jusqu'à maintenant, si vous regardez, la plus petite RTX de l'ancienne génération, c'était à 2060. Donc les GTX 1650 et tout ça, c'était des GTX. Elles n'avaient pas le ray tracing. Donc ici, la 3050 serait une carte pour le ray tracing, avec des grandes guillemets. À mon avis, elle ne ferait pas très bien tourner les jeux en ray tracing. Pas
pas mieux qu'une 2060 en tout cas, vu qu'elles seront, à mon avis, pas très loin du niveau de puissance d'une 2060. Mais yep, au moins, ça veut dire que la barrière d'entrée du ray tracing est plus basse, je suppose. Après, il faudra voir le prix, mais ça veut dire qu'elle devrait être un petit peu plus basse. Non, ce qu'on parle ici, c'est le fait qu'il y aurait des 3080 Super et des 3070 Super qui arriveraient. Mais il y a toujours la 3080 Ti qui pourrait arriver, donc on ne sait pas trop. Donc le truc, c'est qu'il y a de plus en plus de rumeurs que quelque chose arrive et que même la 3080 Ti d'ailleurs serait décalée en février 2021. Est-ce qu'il y aura aussi une 3080 Super? Moi, je trouverais ça bizarre de faire une 3080 Super si vous faites une 3080 Ti. Vous allez me dire, ouais, mais la génération d'avant, il y avait une 2080 Ti, il y a eu une 2080 Super. Oui, mais le truc, c'est que la 2080 Ti est sortie en même temps que la 2080. Donc, c'était logique de refaire une 2080 Super après pour combler un peu le vide. Mais là, la 3080 Ti n'existe même pas encore. Il y a déjà la 3090. Cette 3080 Ti, c'est un peu une 2080 Super en quelque sorte, parce que la 3090 existe. Donc, yep. C'est le bordel. J'en parle parce qu'il y a des gens qui me disent « Oh, t'as vu le truc sur la 2080, de 3080 Super et tout ça ?» Voilà, je dis, honnêtement, prenez votre mal en patience si vous êtes intéressé par une de ces cartes. La plus, on va dire, la plus certaine qui va sortir le plus vite possible, ce sera certainement la 3060, vu qu'ils veulent aller de plus en plus bas au niveau carte graphique. Donc là, ce sera le vrai milieu de gamme, une carte qui sera certainement très populaire. Faudra voir évidemment si elle tient ses promesses et le prix et si elle est disponible. Mais yep, s'il y en a une qui doit intéresser des gens qui regardent cette vidéo, ça doit être la 3060 et j'ai hâte de voir ce que ça donne celle-là. Un autre truc que j'avais hâte de voir mais qui finalement va être un petit peu plus retardé, c'est la nouvelle génération de processeurs Intel. Il y a MSI, donc il y a un compte officiel de MSI, comme vous pouvez voir, qui a mis une information comme quoi du coup la 11e génération de cartes mères Intel arriverait pour la fin mars, ce qui est plus tard que ce que j'imaginais personnellement. Je savais, il y avait une autre news comme quoi ils commençaient la production en janvier, et en général, vous commencez la production à l'avance, donc moi je m'attendais à plus février. Ils peuvent l'annoncer mi-février et avoir la disponibilité fin février, et là ça allait encore. Mais fin mars, ça retarde quand même pas mal. C'est pas forcément une mauvaise chose, vu qu'actuellement il y a très peu de stock de cartes graphiques et tout ça, et que aussi bien ça va pas changer beaucoup de choses pour Intel. Mais ça veut dire aussi que pendant ce temps-là, AMD est juste en mode « Hey, on n'a aucune concurrence. Bon, on n'a pas beaucoup de stock pour nos processeurs, mais on n'a aucune concurrence. » Et ça veut dire que littéralement, ils peuvent prendre plus de parts de marché. Et ça, c'est quelque chose qui peut faire plus de mal à Intel dans le futur. Donc ouais, normalement, je vous rappelle que ce Rocket Lake sera du coup la réponse de Intel AMD pour Zen 3, donc des processeurs qui normalement devraient reprendre le pas dans les jeux vidéo, et même dans certaines tâches. Il y a eu quelques leaks comme quoi dans, par exemple, le benchmark de CPU Z intégré, il pourrait dépasser AMD, mais jamais vous basez sur un benchmark, toujours vous basez sur plein de benchmarks, les jeux vidéo et tout ça. Donc on verra bien, mais normalement oui, ça devrait être des très bons processeurs en termes de performance. Maintenant, il faudra voir leur prix, il faudra voir leur chauffe, il faudra voir la consommation. Mais une chose est sûre, au moins, il y a toujours une guerre qui se fait, et ça, c'est toujours intéressant, comme je le dis souvent, pour les consommateurs. Après, encore une fois, je sais que je le répète souvent, mais celui qui m'intéresse, c'est ce 11600K. Les autres, ils seront trop chers de toute manière, on le sait déjà, à 3 km. Le 11600K, j'attends de voir ce que ça donne. Ou une baisse de prix sur le 10600K, même s'il est déjà pas cher. En parlant de pas cher, quelque chose qui sera totalement cher par contre, c'est le Threadripper 5000. Donc, forcément, vu que Zen 3 est sorti, AMD va renouveler toute leur gamme de processeurs, et une des gammes importantes, c'est Threadripper. Donc, tous les processeurs qui tournent sur les cartes mères TRX 40, qui a remplacé le X399 pour ceux qui se souviennent. C'est des énormes processeurs qui ont 24, 32 cœurs, 64 cœurs, et qui ont jusqu'à 64 lignes PCI Express 4.0 pour information. Vous pouvez mettre 4 barrettes en quad channel et tout. Ouais, complètement overkill. Il y avait aussi les Threadripper Pro qui étaient sortis entre-temps, je vous rappelle, sur les TRX 80, carte mère TRX 80, qui, lui, eux, avaient 8 channels de mémoire, 128 lignes PCI Express. Enfin, c'était basiquement des processeurs épiques, mais version Threadripper en gros. Mais du coup, ici,
on aurait des Threadripper 3 qui vont arriver. Threadripper 3, non, des Threadripper 5000, on va dire, ce sera plus simple, qui vont arriver basés sur Zen 3. Et là, il y a des rumeurs comme quoi il y aura un 16 cœurs. Et ça, alors, je sais que ça va pas intéresser la plupart des gens, ce genre de truc, parce que ça coûte très cher. C'est pas pour jouer aux jeux vidéo, ok? C'est pour créer des choses. Mais ce 16 cœurs pourrait être pas mal intéressant pour la simple et bonne raison que jusqu'à maintenant, le plus petit que vous pouviez prendre dans la nouvelle génération, c'était le 24 cœurs. Et jusqu'à maintenant, Threadripper, il y avait... avant ça, les Threadripper, il y avait un 12 et un 16 cœurs. Donc c'était pas mal, quoi. Pour quelqu'un qui voulait beaucoup de lignes PCI Express, notamment. J'ai un Threadripper comme PC de stream. Un des tout premiers, le 1920X, qui est un 12 cœurs par information. Il est clairement pas très puissant dans les jeux vidéo. Enfin, ça va, hein, il se débrouille. Mais le but, c'est qu'il a beaucoup de puissance CPU. Et surtout, il a 64 lignes PCI Express. Donc, je peux mettre plein de cartes d'acquisition. J'ai jamais de perte de bande passante, quoi. Ça, c'est plutôt cool. Et du coup, il y a des gens qui sont comme moi, qui sont en mode, j'ai pas besoin de 24 cœurs, j'ai pas besoin de 32 cœurs, j'ai besoin d'un bon PC qui a une bonne puissance CPU et qui a surtout la possibilité qu'on puisse brancher beaucoup de choses dedans. Et du coup, on n'avait pas ça. On n'avait tout simplement pas ça. Donc là, ça ferait son retour avec un 16 cœurs. Ce serait logique, un 16 cœurs en plus. 16 cœurs pour une plateforme haut de gamme avec beaucoup de lignes PC Express, c'est pas tiré par les cheveux. Donc ça, je suis content de le voir revenir. Après, ouais, soyons honnêtes, vu que le Ryzen 16 cœurs, le 5950X coûte 700-800 euros et même plus encore, vu qu'il est manque de stock, celui-là, le 16 cœurs, coûtera 1000 euros facile. Franchement, 999 euros, ce serait le plus logique. Vu que c'est une version Threadripper, il sera plus cher, forcément. Et puis les cartes mères Threadripper coûtent très cher. Vous devez prendre de la 4 barrettes de RAM minimum pour avoir le quad channel. Et hop, ça va coûter cher, donc c'est clairement pas pour tout le monde. Donc, intéressant à voir, quoi qu'il arrive. C'est cool de voir le overkill, hein, comme d'habitude. Mais yep, pas pour tout le monde. Et enfin, une dernière news qui n'a rien à voir avec le reste des autres news, c'est Firefox qui va recevoir une mise à jour d'une fonctionnalité expérimentale, ce ne sera pas activé par défaut, qui va permettre de fractionner les caches de différents sites web. Donc actuellement, sur la plupart des navigateurs modernes, quand vous avez une page qui est chargée, par exemple, voyez là l'image Firefox ici, elle est chargée, elle est mise dans un cache. Comme ça, si je retourne sur la page, je l'ai déjà. Vous voyez, ça recharge plus vite. Donc vous chargez la page web plus vite. C'est une bonne chose d'avoir un cache. Ça évite d'utiliser des données pour rien. Le problème, bien souvent, que c'est mis tout dans un même dossier, dans un même cache. Alors, dans un navigateur moderne, un site web ne peut pas accéder au cache d'un autre site web directement. Donc ça, vous pouvez vous rassurer. Mais ils peuvent quand même faire des choses dérivées. Donc il y avait notamment un exemple qui était pas mal là-dessus. Donc imaginez, vous allez sur un site, un bon site, hollycube.fr, excellent site, et vous chargez une image sur hollycube.fr. Forcément, elle se met en cache. Eh bien, si vous allez sur un autre site web, un site web mal intentionné, par exemple, je sais pas moi, facebook.com, ils peuvent charger en arrière-plan l'image d'hollycube.fr, genre ils mettent l'URL d'hollycube.fr pour charger cette image-là en particulier. Et comme vous l'avez déjà en cache, forcément, donc Facebook n'accède pas à votre cache directement, mais comme il demande une image que vous avez peut-être en cache, eh ben elle va charger vite, vu que vous l'avez certainement en cache, parce que vous avez été sur hollycube.fr, et du coup, Facebook va pouvoir s'en rendre compte que l'image a chargé très vite, et donc qu'elle est en cache. Et donc, Facebook sait que vous avez été sur hollycube.fr. Et ils peuvent savoir du coup un petit peu vos habitudes de navigation. Et ça, bon évidemment Facebook a bien plein de façons pour savoir où vous avez été sur le web, mais ça leur permet de même contrôler leurs concurrents en fait, de savoir si vous êtes allé sur leurs concurrents. Donc par exemple Twitter ou je sais pas moi, Snapchat, ce genre de choses. Donc ouais, c'est pas une utilisation qui peut être directe, très genre il y a un exploit ou autre chose, mais c'est un mini exploit. Et du coup, l'avantage ici avec cette nouvelle fonctionnalité de Firefox, c'est le fait que vous pouvez fractionner le cache. Donc là, comme Facebook aura son propre cache, même s'il charge une image d'un site web que vous avez déjà mis en cache, comme cette image va être chargée dans leur cache à eux, eh bien, ils ne pourront pas vérifier que vous avez été sur l'autre site parce que ça chargera de la même... vous téléchargerez l'image, quoi. Donc, ça veut dire que techniquement, ça augmenterait un petit peu votre consommation de données, mais ce serait assez minime, mais ça augmenterait quand même votre consommation de données un petit peu. Mais ça permettrait par contre d'empêcher à certains sites web d'utiliser ce genre de technique pour savoir ce que vous faites. Alors ça, c'est qu'un exemple. Il y a d'autres exploits possibles avec le cache. Donc ouais, c'est une bonne chose.
Et je dois bien avouer que personnellement, j'utilise Firefox et que j'applaudis ce genre de fonctionnalité rajoutée à Firefox. C'est l'un des derniers navigateurs vraiment libres sur le web. Vous allez me dire, oui, mais Chromium, qui est du coup le projet de base de Chrome, est libre. Tout le monde peut aller voir les sources, le compiler soi-même et tout ça. Faire une version au final de Chromium eux-mêmes qui est genre sans tracker Google et tout. Oui, vous pouvez le faire. Mais le truc, c'est que l'un des gros problèmes que vous avez à l'heure actuelle, c'est que comme tout le monde utilise Chrome, Edge utilise Chrome, Opera utilise Chrome, et au final, il reste deux navigateurs qui n'utilisent pas Chrome, c'est Firefox et Safari. Safari, c'est plus les Mac, plus les appareils mobiles. Donc voilà. Ben, du coup, sur PC fixe, vous avez juste Firefox qui existe. Bon, vous avez Firefox aussi sur mobile, mais sur un PC fixe, vous avez juste Firefox qui est différent. Il y a d'autres navigateurs qui existent. Hein. Je sais qu'il y en a qui existent, genre Vivaldi, mais il n'y a pas assez de personnes qui l'utilisent pour franchement dire que ça existe vraiment au niveau du web. Donc quand un développeur développe pour le web, mais il a juste, franchement, il peut tester pour Chrome et son site web marchera pour la plupart des gens. Il n'a même pas besoin de tester Firefox parce que, honnêtement, la plupart des gens n'utiliseront même pas Firefox. Donc, ça crée un problème où, littéralement, Google contrôle, pas le web directement, mais il contrôle un petit peu comment le web va se faire en quelque sorte. Donc, par exemple, prenons un exemple. Ça fait beaucoup d'exemples. Oui, exemple. Un concurrent de Google apparaît. Ils utilisent un nouveau système de compression de vidéo novateur. Genre, c'est un codec vidéo incroyable qui compresse hyper bien les vidéos, marche sur même des petits appareils pas très puissants, mais il faut que le navigateur le supporte. Vous voyez, il faut que ce soit supporté par le navigateur. Mais du coup, ça permet de vraiment mettre une sacrée concurrence à Google parce que ça consomme pas beaucoup de données, ça leur permet de facilement faire streaming de vidéos. Ben, Google peut être en mode « Ah ben non, dans le projet Chromium, on rajoute pas le support de ce codec. » Et le truc, c'est que même si Chromium est libre de source et que quelqu'un peut s'amuser à le rajouter dans Chromium, ça n'empêche pas à Google de juste dire « Non, on ne le mettra pas dans Chrome. » Ils peuvent juste ignorer ce changement et dire « Non, on ne le met pas dans Chrome, non. » Et du coup, comme la plupart des gens utilisent Chrome, ben, ce ne sera pas rajouté. Peut-être que oui, Edge l'aurait parce que quelqu'un l'a fait, ou peut-être que Microsoft le ferait, mais Chrome ne l'aurait pas. Et comme Google contrôle un petit peu justement Chrome et Chromium d'une certaine manière, ils peuvent se permettre de faire ce genre de choses et littéralement de contrôler les formats du web. Et c'est dangereux, c'est vraiment dangereux. Ou s'ils aiment par exemple, si Google fait leur propre codec, ils peuvent rajouter le support le plus vite possible pour que les gens soient incités à l'utiliser. Et comme tout le monde utilise leur codec, ben, ils créent une certaine dépendance, vous voyez. Peut-être qu'ils vont demander à « Oui, vous pouvez l'utiliser librement, mais vous devez nous donner des données d'utilisation, ce genre de choses. » Vous voyez, c'est jamais une bonne chose. Donc, même si Chromium est libre de source, même si vous pouvez, vous, aller télécharger Chromium ou même le compiler par vous-même, rajouter ce que vous voulez dedans, ça ne change rien au fait que Chrome existe et que Google est derrière tout ça, ils peuvent contrôler d'une certaine manière le web, globalement. Et c'est vraiment pas bon. Donc, ouais. Firefox est selon moi un navigateur important qui doit continuer d'exister parce que s'ils arrêtent d'exister, ce sera vraiment pas une bonne chose pour le web. Donc ouais, c'est actuellement mon navigateur principal pour la plupart des choses que je fais sur le web. De temps en temps quand même, j'utilise Chrome pour gérer YouTube directement. Pas pour genre regarder des vidéos YouTube, mais quand je dois gérer vraiment YouTube parce que c'est plus simple. Mais sinon globalement ouais, c'est Firefox que j'utilise. Donc ouais, n'hésitez pas à utiliser Firefox, c'est selon moi un navigateur plutôt cool qui a des très bonnes fonctionnalités et qui marche plutôt bien. Et Firefox Mobile aussi marche vraiment très bien. Genre, c'est un très bon navigateur. J'aime beaucoup Firefox Mobile. Vous avez Firefox Focus aussi sur mobile qui est vraiment pas mal. J'avais quelques défauts moi sur mon téléphone donc j'ai arrêté de l'utiliser, mais yep, fonctionne plutôt bien. Dans tous les cas, on va rester là pour ce Texama Show. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un petit pouce rouge. Bonne année à tous et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!